Hello à tous, c'est Benjamin de Pleine Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui avec Clara, diplômée d'HEC, qui a suivi un parcours en droit des affaires et qui aujourd'hui se lance dans le monde de l'entrepreneuriat. On va en discuter un petit peu avec elle, son parcours, ses études à HEC, ses aspirations pour le futur. C'est parti. Je te reçois aujourd'hui pour faire un petit point sur qui tu es, ton parcours, ce que tu fais, ce que tu envisages par la suite. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Donc est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots, nous dire qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, etc. Oui, bien sûr. Moi je m'appelle Clara Durand, je suis entrepreneur maintenant, j'ai 23 ans. J'ai fini HEC en début d'année, en avril 2023. J'ai eu un double parcours, donc droit et business en même temps. Et du coup, au cours de mes études, je suis passée par différentes structures. J'ai fait des stages en cabinet d'avocat, j'en ai fait d'autres en institution et j'en ai fait un aussi en start-up Legal Tech. Et en fait, la particularité, c'est que tout au long de mes études, j'ai travaillé aussi dans les écoles dans lesquelles j'étais. Donc à HEC, j'étais studente ambassadeur. À Assas, j'étais tutrice pour d'autres étudiants. Et j'ai fait un échange à l'étranger où j'étais aussi prof à l'étranger aux Pays-Bas de français pour les autres étudiants. Donc à chaque fois, j'avais aussi des petits jobs dans les écoles dans lesquelles j'étais. Ah, t'as pas chômé? Non. Franchement, ok, c'est beaucoup de boulot. Donc après le lycée, tu as choisi de rejoindre Panthéon-Assas en droit. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Tu étais intéressée? Comment tu as fait? Est-ce que tu as hésité avec d'autres formations aussi éventuellement après le lycée? Alors en fait, ça s'est fait, je dirais pas sur un coup de tête, mais en fait à l'origine, je voulais faire, j'étais en bac S et spé-maths et je voulais faire une classe préparatoire ECS pour rejoindre les écoles de commerce. Et pourquoi t'es pas partie en prépa? Et voilà, et donc c'était prévu depuis très longtemps et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un lycée qui s'appelle Janson de Sailly dans le 16e où ils organisaient un espèce de forum où ils faisaient venir des anciens étudiants qui chacun était dans des spécialités différentes. Il y en a qui étaient en médecine, en droit, en école de commerce, etc. Et j'ai un ami qui me demande de l'accompagner voir le stand droit, parce qu'il y avait un élève avocat qui était. Je lui dis bon ok, je t'accompagne. Je l'accompagne, lui parle avec cette personne-là peut-être 15 minutes. Moi je reste parler avec lui pendant 1 heure et ça m'intéresse beaucoup. Donc après je fais mes recherches personnelles parce que j'avais jamais trop pensé au droit. Personne de ma famille n'est du secteur, etc. Et t'as matrixé? Et il m'a vraiment matrixé, j'ai vraiment creusé le sujet, etc. Je me suis dit que je voulais faire ça. Et je me suis dit autant commencer le droit tout de suite. Donc sur APB, j'ai mis droit d'abord et j'ai même candidaté en dehors d'APB à un parcours qui s'appelle le Collège de droit à Assas, qui se fait directement en candidature auprès de l'université, qui a un parcours un peu différent, qui s'ajoute à la licence où on fait d'autres études, genre droit international par exemple, etc. Et du coup, j'ai intégré tout de suite la fac de droit, mais c'était pas prévu à l'origine. Et donc, t'avais pas hésité quand tu pesais les pour et les contre? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour le droit plutôt que pour la prépa finalement? Je pense que c'est parce qu'en ECS, je pense que j'aurais fait des matières, par exemple les maths, qui me plaisaient, mais pas forcément plus que ça. Je pense que je les aurais bachotées pour bachoter. Alors qu'en fait en droit j'avais regardé les plaquettes de cours qu'il y avait à la fac, etc. Et je me suis dit que c'était hyper concret, hyper ouvert sur le monde. Il y avait plein de matières, sciences politiques, histoire du droit, droit des médias, il y avait pas mal de choses sur la presse aussi. Et du coup je me suis dit c'est en termes de contenu pédagogique sur les plaquettes, ça me plaît plus, donc autant faire ça tout de suite. Parce qu'on m'a aussi dit, après une école de commerce et la prépa ECS, tu peux faire 1 an de droit après, mais je me suis dit que la formation est quand même beaucoup moins complète que quand tu fais tout le cursus. Bien sûr, clairement. Donc j'avais ça dès le début. Et donc, tu avais pour anticipation de diriger vers le métier du droit, ou c'était vraiment par curiosité et puis tu allais voir un petit peu... Au début, par curiosité, plus pour le contenu de la formation. Et les années passant, on avait quand même quelques intervenants qui avaient des métiers différents, etc. du droit. Et du coup, j'ai voulu, je crois, à partir de ma 3e année, faire avocat d'affaires. Plutôt fiscaliste, du coup, donc en dernière année de licence, je me suis plus orientée vers le droit fiscal. On peut choisir en fait à partir de la 3e année les matières un peu les dominantes. Du coup, j'ai pris dominant droit fiscal. Et voilà, plutôt partie pour avocat d'affaires à l'origine. Et qu'est-ce que tu retiens de ces 3 années de licence, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des anecdotes ou des choses que tu aimerais partager sur ces 3 années-là? Ce qui m'a marqué, c'est que je trouve qu'il y a une mauvaise conception de la fac quand j'en parle à des personnes qui viennent pas du monde de la fac, notamment fac de droit. C'est qu'il y a une conception que la fac c'est un petit peu en dilettance où on a un emploi du temps très différent de ce qui peut exister en prépa ou ce qui peut exister dans les écoles. Et en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte de tout l'investissement personnel que ça demande et la rigueur, l'organisation. En fait, il faut être hyper autonome, hyper structuré.
Typiquement, anecdote, je pense pas que beaucoup de gens de prépa imaginent, parce que parfois on se dit ST, ils ont pas le même rythme qu'en prépa, etc. Mais moi, par exemple, quasiment tous mes samedis, j'étais à la bibliothèque de la fac parce que je préparais, on a des examens hyper fréquents. Tous les samedis, en autodiscipline, il faut venir bosser, parce que la particularité aussi de la fac de droit, c'est que c'est un peu comme ce qu'on peut retrouver en médecine, c'est qu'il y a une grosse partie apprentissage de connaissances, il y a beaucoup de dates, beaucoup de références à connaître. Donc ça demande beaucoup de temps pour ingurgiter les connaissances. Donc je dirais que ça demande beaucoup plus d'autonomie que ce qu'on pense. C'est vrai, ouais, c'est une idée reçue souvent, droit et médecine, que t'es un petit peu livré à toi-même. Ouais. Donc toi, tu l'as ressenti J'ai ressenti qu'il y avait, il y a quand même un accompagnement sur la partie les TD, les choses comme ça. Mais c'est plus des échéances où on va dire, là il y a tel examen, là il faut savoir si, là il faut avoir tant de moyenne pour passer à l'étape d'après, mais on n'est pas accompagné pour le travail. Et les gens ne travaillent pas beaucoup en groupe, contrairement à ce que je vis en école de commerce. Les gens sont beaucoup seuls face à leurs documents pour apprendre. Et donc c'est beaucoup d'autonomie, on est un peu livré à soi-même de ce côté-là. Ok. Et donc il faut être bosseur, quoi. Il faut savoir s'organiser, comme tu disais. Il faut savoir s'organiser, ça prend un certain rythme. En fait, au début, quand on arrive, on nous dit tout de suite, vous allez voir, les premières notes sont jamais bonnes, personne quasiment n'a la moyenne au début. Enfin, on est prévenu, parce qu'en fait, ça demande un tel rythme de travail. Et il y a des exercices assez normés qu'on doit apprendre sur les méthodologies. Et puis tant qu'on n'a pas la méthodologie, on peut pas dépasser la moyenne. Donc ça demande un petit temps pour se mettre le pied à l'étrier. Donc moi, j'avais suivi une prépa en parallèle de la fac au début, une prépa privée. C'est quoi, c'était les cours d'Assas ? Ouais, j'ai suivi le cours d'Assas. Et du coup, on refaisait, j'y allais plusieurs soirs par semaine, ils nous apprenaient la méthode, etc. Ok. Donc en gros, tu fais ta licence, donc 3 ans. Et à quel moment tu te dis ou tu te questionnes sur, après le master, est-ce que je veux poursuivre un master à la fac ? Est-ce que je veux bifurquer par exemple en école de co ? Donc premièrement, une première question. Deuxième question, comment tu peux expliquer qu'il y ait beaucoup d'étudiants quand même de droit qui veulent ensuite bifurquer et partir en école de co ? Alors pour moi, il y a eu 2 choses. Quand je suis arrivée en 3e année de licence, je me suis dit j'avais choisi un peu ma dominante droit fiscal, je commençais à savoir que je voulais être avocate en droit des affaires. Donc je commence à me renseigner auprès d'étudiants qui sont dans les années du dessus, les gens qui sont élèves avocats, qui ont passé le barreau, etc. Et la première chose que j'apprends, c'est que je vois que le marché est très fermé et pour accéder à certains cabinets, qui sont considérés comme le top 10, 20 des gros cabinets d'affaires à Paris sur lesquels on peut exercer sur des beaux dossiers, etc. C'est très compliqué d'être sélectionné. Et donc notamment, ils avaient augmenté, si je peux dire augmenté, ils avaient rendu plus compliqué les critères de sélection. Et donc c'était quasiment devenu impossible avec juste un master de droit d'être pris et avec le barreau. Donc ils demandaient soit d'avoir fait une année d'études aux États-Unis, LLM, ça s'appelle, de droit aux États-Unis parce que ça ouvre un peu les horizons, c'est prestigieux, etc. Et sinon, l'alternative à ça, c'était de faire une école de commerce. C'était devenu un peu le prérequis pour pouvoir candidater. Et du coup, je me suis dit, c'est à moi de choisir un peu, est-ce que je veux faire un LLM à l'étranger, est-ce que je veux faire une école de commerce. Mais en tout cas, je l'avais en tête en me disant, c'est quand même une étape clé si je veux pouvoir me démarquer parce que le marché était assez fermé. Sachant que LLM, par contre, c'est une année et école de commerce, du coup, tu pars sur 2 ou 3 ans quand même. 2 ou 3 ans, oui. Mais alors, la particularité du LLM, c'est qu'en fait, on va apprendre des éléments de droit américain qui ne seront pas nécessairement toujours utiles dans la pratique qu'on aura en France. Donc en termes de connaissances, c'est moins intéressant qu'une école de commerce où on va apprendre de la comptabilité, de la finance d'entreprise. J'ai perçu ça comme plus utile. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai bifurqué, c'est que je me suis dit, c'est super, les études de droit, j'ai toujours aimé ça, mais on va dire l'éventail des métiers auxquels ça donne accès est quand même vachement plus restreint qu'une école de commerce. Tu fais quoi finalement après une fac de droit Tu fais plein de métiers très juridiques, notaire, juriste d'entreprise, avocat, professeur de droit, huissier de justice, administrateur judiciaire, il y a énormément de métiers. Mais j'ai quand même gardé dans un coin de ma tête le fait de me dire moi c'est surtout avocat qui m'intéresse, les métiers même juge, notaire, etc. j'étais pas forcément très intéressée et donc je me suis dit si à terme je veux faire autre chose avec juste des études de droit ça va être compliqué si je veux sortir de ça et donc je me suis dit l'avantage de l'école de commerce c'est qu'à la fois ça peut mieux me former pour être avocat d'affaires parce que ça m'apprend des matières hyper importantes. Mais en même temps, si je veux sortir du carcan juridique, faire un autre job, je sais pas, travailler en marketing, travailler en finance, en ressources humaines, je pourrais plus facilement avec une école de commerce. Donc en fait, c'était à la fois pour candidater mieux dans les cabinets d'avocats, avoir plus mes chances, mais aussi élargir un peu mes horizons, quoi. Ok, donc pour toi, l'école de commerce, c'était une ouverture en fait sur un éventail de métiers que tu n'avais pas forcément à l'issue de ta licence de droit ou d'un master de droit. Oui. Ok, mais en tout cas c'est comme ça qu'elles se vendent aussi. Oui. C'est vraiment le discours des écoles aussi, c'est de dire voilà on est des écoles qui sont généralistes,
Après, tu spécialises en dernière année, mais c'est vrai que, ok, c'est intéressant que ce soit aussi comme ça que vous le percevez. Et justement, est-ce que c'est pour ça, selon toi, ou même pourquoi, selon toi, il y a tant d'étudiants de l'université et de droit en particulier qui veulent bifurquer aussi? Est-ce que tu as vu autour de toi, par exemple, des gens se préparer pour les concours AST, vouloir intégrer des écoles de co? Tu avais des amis peut-être aussi? Oui. Alors souvent, il y a un certain type de profil d'étudiants qui ne vont pas du tout se tourner vers les AST. Alors, c'est des gens qui veulent faire des professions juridiques assez traditionnelles où il y a des concours, par exemple juge, notaire, huissier. Mais par contre, pour les personnes qui sont plus ouvertes à juristes d'entreprise, avocats, j'en ai vu pas mal préparer les admissions sur titre, notamment les SEC et le SCP. Pour plusieurs raisons, certains voulaient être juristes en banque d'affaires par exemple. Donc pour tout ce qui est juriste en banque d'affaires, c'est toujours bien quand même d'avoir des bonnes notions de finance, etc., des notions business. Donc cette partie-là, et puis il y en avait qui se disaient qu'ils auraient deux carrières, enfin deux vies professionnelles, et donc ils feraient peut-être avocat un temps, et puis un jour ils partiraient en entreprise, et pas forcément pour rester dans des fonctions juridiques, et donc c'était bien qu'ils aient aussi un bagage business plus large. Mais c'est surtout des parcours que je dirais affairistes, c'est-à-dire que des gens qui partaient en droit pénal, droit de la famille, etc., eux se tournent très rarement vers les écoles de commerce. C'est vachement des personnes qui sont en droit des affaires et qui ont conscience que l'école de commerce va leur apporter aussi sur le plan pédagogique et sur les opportunités de carrière quand même. Ok. Et donc du coup tu voyais des personnes cravacher un peu le Taj-Mahal ou des trucs comme ça pendant l'année. Tu sais un petit peu comment on s'organise en fac en préparant les deux? Est-ce que c'est facile de préparer ces concours selon toi quand même les connaissances que tu as pu avoir ou les amis qui ont préparé, ils ont réussi à bien gérer? Oui, alors moi je distinguerais ceux qui ont passé les concours AST pur pour juste rejoindre un programme grande école mais hors double diplôme qui du coup avait le Taj-Mahal. Globalement ils se préparaient sur un an avant la date de candidature. Ils avaient une prépa, ils faisaient beaucoup de concours et je trouve qu'ils travaillaient parfois même plus le concours AST que les cours de la fac. Et donc ils étaient toujours en train de jongler entre faut quand même que je garde des bonnes notes de 3e année de fac parce que si l'AST ça marche pas, il faut que j'ai un master ailleurs, etc. Mais en même temps il faut que j'ai un bon Taj-Mahal. Donc ils étaient un peu sur un équilibre compliqué à trouver. Et pour moi qui ai fait un autre processus d'AST, où j'étais pas juste AST programme en école, PGE, mais que je faisais aussi un double diplôme, je candidatais pour un double diplôme, j'avais pas le Taj-Mahal, donc j'avais les concours d'anglais, TOEIC, TOEFL, etc. Mais nous c'était beaucoup sur dossier, il y avait une partie un peu rédactionnelle aussi. Et du coup moi je m'y suis pris un peu plus tard dans l'année. Mais je savais, je m'étais déjà renseignée au moins un an avant sur quelles étaient les exigences, j'avais parlé avec des anciens étudiants pour constituer mon dossier, pour me renseigner sur les spécificités des écoles, s'il y en a certaines qui préféraient certaines choses ou non. Donc voilà, moi c'était plus tardivement que j'ai commencé vraiment le processus, alors que j'ai l'impression que ceux qui ont quand même eu le Taj-Mahal faisaient ça beaucoup plus en amont, même dès le début de la 3e année, parfois même fin de 2e année. Ok. Et donc pour en revenir un petit peu sur ta voie à toi, que tu as empruntée, donc concrètement, comment on peut la définir en fait? Donc, toi, tu as intégré HEC, de quelle manière? La procédure, est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu en détail? Ouais, alors moi du coup, à la fin de la licence, j'avais la possibilité de candidater pour les ASTO classiques, PGE d'HEC, PGE de l'ESCP, et SEC c'était pas encore disponible à cette période-là, il fallait attendre le Master 1. Et du coup, je m'étais dit, soit je fais un PGE classique, soit je fais un double diplôme. Et en fait, comme je voulais continuer à être avocat d'affaires à l'époque, pour pouvoir en fait passer le barreau de Paris, parce qu'il y a des critères pour avoir le droit de se présenter au concours du barreau de Paris que j'ai passé il y a 2 ans, on est obligé d'avoir un Master 1 de droit minimum. Et donc, un Master 1 d'HEC n'est pas éligible. Donc, je me suis dit, je veux être avocat d'affaires, donc je vais continuer dans le droit. Mais je veux aussi l'école de commerce. Donc pour moi, la formule la plus adaptée, c'était le double diplôme, parce que je savais que sinon, je me fermais quand même plus ou moins la porte avocat, où j'aurais pu essayer plus tard avec un master 2 de droit, etc. Mais j'aurais sauté le master 1, ça aurait été un petit peu bizarre comme parcours. Du coup, je me suis dit, le plus cohérent, c'est que je continue les deux en parallèle, le droit et l'école de commerce. Et il y avait ce fameux double diplôme avec HEC. Je sais que l'EDEC en a un aussi. Et du coup, j'ai d'abord candidaté à celui d'HEC. Et donc là, la procédure, c'est vraiment... faut se rendre d'abord sur le site d'HEC. Faut le faire en parallèle sur le site de la Sorbonne. C'est beaucoup de documents. En fait, ils écrèment énormément au stade de la candidature et de la sélection. Donc là, ça va être vraiment 15 dossiers. Il y en aura un qui sera pris, quoi. C'est vraiment très faible. Sélectif, ok. Très sélectif, voilà, au stade du dossier. HEC, faut se rendre sur leur plateforme parce qu'ils ont plusieurs sessions de recrutement. Donc là, il y a toujours la stratégie de se dire est-ce que je candidate à la première session ou à la dernière session de l'année. Voilà, moi j'avais candidaté à la 2e, ça s'est bien passé.
Et du coup là c'est vraiment envoyer son dossier et sur HEC il y a aussi un formulaire, en fait ça t'envoie dans un espace HEC spécifique où ils vont te poser des questions en lien avec le programme que tu veux rejoindre. Donc là c'est plutôt rédactionnel, ils vont te demander par exemple une étude de cas d'actualité que tu peux relier à une matière qui sera enseignée à HEC. Ok, d'accord. Ou ils vont te poser des questions spécifiques au parcours professionnel que tu veux avoir, par exemple expliquer un des enjeux récents dans la matière qui vous intéresse à un néophyte par exemple, donc essayer de vulgariser la question, etc. Donc moi je me souviens qu'il y avait des questions comme ça, de mémoire en anglais, si je ne me trompe pas. Donc il fallait remplir côté HEC. Je ne sais pas quelle place ça joue dans la sélection, cette partie un peu rédactionnelle de candidature. Moi je sais qu'on m'a pas reparlé du contenu de ce formulaire-là au stade des oraux. Par contre j'ai des camarades de promo à qui on a reparlé de ce formulaire. On dit ah vous avez dit ça dans le formulaire, vous avez rédigé telle chose, et du coup ils posaient plus de questions. Moi on m'en a pas parlé, donc je ne sais pas quel rôle exactement ça joue. Et puis après moi j'ai fait les oraux. Une fois qu'on est admissible dans les oraux. Donc du coup, toi tu vois que tu es admissible. Ouais. Combien de temps après? Comment tu réagis sur le moment par exemple? Alors je crois que j'ai su que j'étais admissible 1 mois et demi après. Ok. Donc c'était quand même assez long comme attente. Et j'étais quand même très soulagée parce que je me rendais compte en fait qu'il y avait un énorme cap à passer au niveau de l'admissibilité. Ouais, c'est plus dur. Et en plus, c'est un double diplôme HEC Sorbonne. Et du coup, ils prenaient quand même beaucoup de gens de la Sorbonne. Donc je me suis dit, bon, les places sont chères, donc j'étais quand même contente, j'étais vraiment contente et soulagée d'avoir l'admissibilité. Ouais. Ok, donc ensuite donc, tu dis, donc il y a l'oral qui arrive. Voilà, comment tu te prépares concrètement pour l'oral? Tu te renseignes sur l'école, tu passes des entretiens blancs peut-être. Est-ce qu'à HEC aussi t'as briefé sur les modalités? Alors, évidemment, je me renseigne sur l'école, je me renseigne auprès de personnes qui ont déjà passé les entretiens. Et en fait, ce que nous dit HEC à ce stade, c'est félicitations, vous êtes admissible, vous allez passer un entretien qui sera en partie en anglais et qui durera entre une demi-heure et 1 heure. Ouais, c'est un long entretien déjà. Voilà, donc c'est un long entretien, on ne sait pas qui y a dans le jury, on ne sait pas la composition du jury, ni le nombre de personnes, ni leur background professionnel, ni rien. Et le thème n'est pas évoqué, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est convoqué à un entretien, mais il n'y a pas de thème évoqué, on ne sait pas si c'est spécifiquement en lien avec la majeure qu'on souhaite rejoindre, le double diplôme, si c'est vachement généraliste, on n'a pas vraiment d'infos. Donc c'est vrai que moi, en plus quand j'ai échangé avec des anciens qui avaient déjà passé les oraux, je me rendais compte que c'était différent selon les personnes, donc je me suis dit bon, là il faut quand même préparer quelque chose de vachement large, enfin vraiment bien étudier l'école, l'actualité de l'école, son positionnement, les cours que je suis susceptible d'avoir dans le cadre de la majeure, les assos étudiantes, savoir comment ça se passe la vie de campus, enfin tout. Ouais. Et beaucoup un peu j'ai passé vachement de temps à faire un peu d'analyse économique générale. Ça veut dire me renseigner sur les cours de bourse, les performances financières de telle et telle entreprise. J'ai même revu pas mal de mes cours de droit dans la spécialité parce que je disais que je voulais devenir avocate fiscaliste. Donc je me suis dit à tout moment, ils vont me poser des questions super pointues de fiscalité pour voir si vraiment je suis bonne dans la cohérent, okay. Donc j'ai quand même repréparé à beaucoup de questions, un peu tests en fiscalité sur des notions basiques, etc. Et en fait, on arrive à l'entretien, c'est ce qui est assez perturbant, c'est qu'on ne sait pas dire à quel point on est préparé. C'est-à-dire que comme chacun a sa façon de préparer l'oral, on va échanger avec d'autres personnes qu'on a trouvées qui sont aussi admissibles et on se rend compte que personne ne le prépare de la même façon, personne n'a les mêmes questions, donc c'est vraiment hyper déroutant. Moi, je sais qu'à la fin de mon oral, une fois que j'avais raccroché de l'entretien, je me suis dit je n'ai aucun moyen de dire si ça s'est bien ou mal passé parce que c'est plus une conversation qu'autre chose. Mais oui, en fait, ça répond un peu au code des entretiens classiques de personnalité qu'on peut retrouver en école de commerce, donc qui te challenge un petit peu. Et moi, je sais que comme j'étais aussi dans l'optique de préparer le barreau de Paris, je savais que dans le concours du barreau, il y avait une étape un peu comme ça, grand oral, où je savais un petit peu ce qu'il fallait dire, pas dire. Donc j'ai essayé de m'adapter comme ça, de me dire bon, si c'était comme l'oral du barreau, j'aurais telle chose, ressembler à ça. Voilà, tel argumentaire un peu à développer, voilà les réponses qu'il faut pas trop faire, etc. Donc c'est un peu comme ça que j'ai essayé de le préparer, mais voilà. Et il y a une anecdote ou un truc un peu original, marrant ou bizarre qui t'est arrivé pendant l'oral par exemple? Ouais, alors moi ce qui m'est arrivé pendant l'oral, je m'attendais pas du tout. L'oral se passe bien, peut-être au bout de 15-20 minutes, on a fait un peu de français, un peu d'anglais, ils m'ont posé des questions surtout sur HEC, sur mon projet professionnel, etc. Et puis là, donc moi dans mon jury, j'avais la présidente du jury qui était la directrice de la majeure d'HEC, j'avais un alumni d'HEC qui aujourd'hui travaille dans une direction juridique d'un groupe du CAC 40, et puis j'avais l'ancien major de promotion du programme en école.
Et la présidente du jury qui me dit bon, ben, j'ai vu sur votre CV que vous avez dit que vous avez fait de l'allemand et que vous avez eu un niveau B1 il y a X années. Bon, du coup, on veut vérifier si vous parlez allemand, donc on va faire toute la fin de l'entretien en allemand. Ah ouais. Et du coup, elle dit bah ça tombe bien parce qu'on a une personne dans le jury, enfin l'alumni d'HEC parlait allemand, etc. Et donc elle me dit bah et donc moi j'ai été un petit peu, elle a vu que j'étais un petit peu étonnée. Elle m'a dit ah mais vous ça vous dérange, en fait vous parlez pas allemand parce que vous savez quand on écrit des choses il faut vraiment que ce soit vrai parce que Ouais, t'es rentrée c'est... dedans quoi. Voilà, elle est un peu rentrée dedans pour tester par si je parlais allemand et du coup je lui ai dit bah je pense que c'était surtout pour voir comment je réagissais. Je lui ai dit bah écoutez aucun problème, c'est vrai que comme il était prévu que l'entretien soit en anglais, j'avais pas forcément anticipé la chose mais pas de problème, on va faire l'entretien en allemand, etc. Et donc de là en fait ils ont pas fait tout l'entretien en allemand, ils ont posé 3-4 questions. Pour voir comment je me débrouillais à l'oral, les mots, si j'avais quelques mots un peu techniques ou si vraiment j'avais un allemand conversationnel très très basique. Et au final ça s'est bien passé, je connaissais un petit peu le vocabulaire du milieu, j'ai su répondre aux questions. La personne dans le jury qui parlait allemand ne parlait pas extrêmement bien allemand, elle n'était pas allemande, etc. Donc bon, on s'est retrouvés entre deux Françaises qui parlaient allemand moyennement, du coup ça s'est bien passé, le sujet est passé outre, mais c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Donc je dis toujours maintenant quand des étudiants me demandent oui, est-ce qu'il y a des choses un peu touchy à l'oral ou compliquées, je leur dis si vous dites que vous parlez chinois, si vous dites que vous parlez marocain, enfin arabe, sachez vraiment parler la langue enfin voilà, si vous avez juste fait un petit cours A1 sur Duolingo, ne le mettez pas. Ouais. Voilà, donc il faut vraiment être hyper carré sur tout ce qu'on met sur le CV. Ah, donc ça peut arriver, ok. Ok, donc du coup tu passes l'oral, ça se passe bien, donc ensuite tu vois admise, donc c'est quoi? C'était par mail peut-être? Ouais, c'est un email qu'on reçoit en plus. Moi j'étais en vacances, c'était pendant le mois de juillet. Ouais. Je crois que j'ai dû recevoir ça mi-juillet 2020. Et c'est un mail en plus qui sort un petit peu de nulle part parce que je crois qu'ils nous avaient donné des dates en disant ce sera entre telle date et telle date. Mais donc on avait un éventail, donc le mail arrive. Surprise, mais à la fois pas trop surprise parce que j'étais incapable après l'entretien de me situer. C'est-à-dire que ça avait été une conversation, etc. Mais je me suis dit, bon, il n'y a pas eu de grands moments dans l'entretien où je me suis dit, waouh, ils ont saisi une perche que j'ai tendue et on a pu avoir une super discussion. Il n'y a pas eu de moment vraiment mauvais où je me suis dit, ah là, c'est quand même rédhibitoire, ils vont pas me prendre. Donc j'étais à la fois surprise en me disant, waouh, et à la fois je me suis dit, bon, bah, j'aurais pas pu anticiper le résultat, donc j'étais hyper heureuse, mais enfin, ni déçue, ni je m'attendais à rien en fait. Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, a pu jouer en ta faveur, notamment sur la partie admissibilité, ouais. Sur la partie entre guillemets, des écrits. Voilà, quels sont selon toi les points forts un petit peu de ton dossier qui pourraient être intéressants? Alors là, je pense que c'est propre à HEC, je sais pas si c'est le cas pour toutes les autres écoles, mais pour HEC, je savais que l'international avait quand même un rôle. Donc okay. Moi, j'ai fait des études aux Pays-Bas, enfin j'ai fait un échange aux Pays-Bas où tout était enseigné en anglais. Je parle aussi anglais parce que mes sœurs sont moitié canadiennes, donc je parle anglais depuis que je suis petite, donc okay. Le fait de bien parler anglais, je pense que c'était important. Ils demandent souvent une expérience à l'étranger, c'est pas obligé, enfin c'est pas nécessairement des études, ça peut être un job, jeune fille au pair, ça peut être ce qu'on veut, mais il faut quand même avoir soit un très 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 bon niveau d'anglais, soit avoir une expérience internationale. Ça c'était, je pense, je l'ai vu même dans les gens qui ont été pris. Il n'y en a quasiment aucun qui avait aucun lien avec l'international, voilà, c'est quand même un critère qui est beaucoup revenu. Et l'autre, c'est qu'HEC, il demande vraiment une constance énorme dans l'excellence académique. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à l'entretien, ils ont vu que j'avais une note un peu moins bien dans une matière, mais bon, j'avais pas non plus 5 sur 20, je devais avoir 11 une fois. Ils m'ont dit ah qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, ils sont vraiment, ils épluchent tout. Par contre là, il faut être vigilant parce que vous pouvez pas, moi je déconseille de bluffer à l'entretien, etc. Enfin vraiment, ils sont hyper consciencieux sur l'analyse des dossiers. Et donc ce qui prime, enfin des gens aussi que j'ai vu qui ont été pris, c'est que c'est des gens qui ont été constants, c'est-à-dire qu'ils préfèrent quelqu'un qui a 14 de moyenne à la fac mais qui est très constant. Si dans sa fac les meilleures notes elles sont autour de 15-16, c'est bien d'avoir 14 et d'être constant, plutôt que quelqu'un qui a eu 16, ensuite 11, ensuite 15, qui a un peu fait le yo-yo comme ça. Parce que je pense que pour eux c'est un peu un gage de sérieux de se dire la personne elle a su se prendre en main, être régulière. Bon là ça ils le valorisent en tout cas. Cool, donc il regarde aussi donc, les notes. Toi t'étais avec les notes à la fac environ aussi? Moi j'étais dans une fac où les mentions c'était pas 12, 14, 16, c'était 13, 15, 17, mais c'était propre à ma fac, du coup ça HEC le savait. Et moi j'ai eu entre 16 et 16,5 les 3 ans.
Ok. Du coup, vraiment, à chaque fois, j'étais peut-être à 0,3 de différence, donc c'était vraiment super linéaire. Mais oui, dans l'année, des fois, j'allais avoir des très bonnes notes et ensuite une un peu moins bonne. Mais du coup, comme c'était lycée, dans la moyenne, c'est passé, ils n'ont pas trop... Ah ouais, du coup, tu as un bon dossier, donc félicitations. Hein. Ouais, mais il y a bien. des très bons dossiers aussi qui n'ont pas été admissibles après, donc je sais que pas, par je pense cas. qu'il y a d'autres choses qui jouent. Enfin, c'est pas, évidemment, on ne connaît pas tous les critères, mais ouais, l'international en tout cas et la constance, c'est pas important. Donc ensuite, tu arrives à HEC. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur HEC avec un petit peu de recul quelles sont les différences, par exemple, entre HEC et la fac? C'est un nouveau monde que tu découvres. Comment tu peux en parler? Alors, c'était plutôt conforme à l'idée que je m'en faisais. C'est-à-dire que les grosses différences avec la fac, c'est que c'est beaucoup plus tourné vers la pratique. À la fois dans les enseignements, on a beaucoup de professeurs qui soit travaillent dans des groupes du CAC 40, qui ont leur propre business et qui du coup, par exemple, j'avais un prof de marketing, il avait son agence de marketing. Enfin voilà, donc c'est très très professionnalisant. La démarche académique est différente. Typiquement, moi, ce qui m'avait étonnée, c'est que à la fac, quand on fait un examen, bah, évidemment, on n'a pas accès à ces cours. À HEC, il y a une partie des examens qui sont dits open book, où on nous laisse avoir tous les documents qu'on veut, de cours, d'ailleurs, on peut imprimer ce qu'on veut. Mais ce qu'ils étudient, c'est ils nous donnent des études de cas et ils voient nos capacités de réflexion, d'analyse, pour structurer l'information, etc. Donc c'est vachement différent comme exigence. Donc déjà, voilà, professionnalisant, pas le même type d'examen. Au niveau de l'emploi du temps, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a à la fac. C'est-à-dire que c'est un emploi du temps assez éclaté finalement. On peut avoir des journées très très pleines, d'autres beaucoup plus vides. On a quand même beaucoup de temps personnel. Okay. Voilà, l'emploi du temps, c'est quand même assez proche, la modalité de fonctionnement de l'emploi du temps. Et non, et sinon, ce qui m'a vraiment, où je me suis dit, ok, il y a quand même une vraie différence entre les grandes écoles et les universités, c'est qu'à l'université, on a un forum dans l'année, un peu, où il y a des avocats qui viennent, des notaires, etc. Enfin, un forum professionnel. À HEC, il y en a plusieurs dans l'année, ils sont super bien préparés, l'école nous envoie toutes les informations, comment il faut se préparer, on a des fascicules pour savoir comment se préparer, comment se présenter, on peut faire des sessions d'entraînement avec les CV, enfin, tout est fait pour qu'on trouve facilement le stage, le CDI, enfin, ça c'est vraiment compliqué si on est de bonne foi et qu'on est motivé d'attraper aucun entretien ou de réussir à échanger avec personne parce qu'ils font tout quand même pour que l'entrée dans la vie pro soit facilitée. Donc ça c'était une grosse différence. C'est vraiment les boîtes qui viennent vous recruter régulièrement, quoi. Ouais, il y a beaucoup de forums et puis même en dehors des forums là où on voit que c'est les entreprises qui viennent, etc. Il y a quand même un beau réseau d'anciens et du coup ça arrivait souvent qu'on reçoive des mails, par exemple un ancien d'HEC qui a monté son entreprise, qui cherche un stage bras droit CEO, enfin un stagiaire, mais il va envoyer directement dans les mails. En fait il y a beaucoup d'offres qui arrivent comme ça dans les mails, ou bien même c'est arrivé direction financière d'AXA qui cherche un stagiaire en finance d'entreprise ou qui cherche un premier CDI et du coup même au fil de l'eau pendant l'année, on a beaucoup d'offres qui tombent comme ça. Ok, donc ça c'est un truc qui t'a marqué. Au niveau de la vie étudiante par exemple, voilà, tu t'es fait des bons amis. Au niveau de la vie associative, peut-être aussi que c'est assez riche. Comment tu sens par rapport à la fac, ça par exemple? C'est très riche au niveau de la vie associative. Moi, la particularité, c'est que j'étais dans un diplôme où on était le premier semestre sur le campus, le deuxième, on n'était plus sur le campus. Donc, typiquement, on n'était pas éligible pour tout ce qui était JE, etc. Bien sûr, normal, ouais. Mais en fait, parce que nous, notre année, on revenait à la toute fin de l'année, quand les autres étudiants du PGE étaient en vacances. On revenait un mois en intensif à HEC et on faisait tout le deuxième semestre en un mois. Ok. Donc, on avait une organisation hyper particulière. Donc je dirais peut-être plus dur du fait d'être en double diplôme quand même, d'être vraiment dans la JE, dans le BDE, etc. parce que c'est les campagnes qui se font sur l'année, donc ça c'est plus compliqué. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de similitudes. Moi j'étais dans une fac où il y avait beaucoup d'assos étudiants, par exemple j'étais à la JE de ma fac, j'ai vu qu'à HEC il y avait une JE, ça fonctionne plus ou moins de la même façon. Il y a beaucoup d'assos, que ce soit pour la prise de parole, pour accompagner des étudiants défavorisés. Enfin, il y a vraiment beaucoup de systèmes communs et d'associations communes. Je dirais que la différence vraiment, c'est que en école, tout se passe beaucoup sur le campus. Donc on a quand même beaucoup plus de temps de présence avec les gens. Alors qu'à la fac, comme chacun rentre chez soi, les gens viennent pas forcément des mêmes endroits, etc. C'est des moments de vie un peu entre les cours et ça fédère un peu moins, je pense. J'imagine. Mais voilà, en tout cas sur les thématiques, je sais évidemment il y avait plus d'offres, c'est-à-dire qu'il va y avoir un club d'échecs, un club de chasse, un club de tout ce que tu veux. Là où il n'y en a pas forcément dans la fac, voilà, il y avait quand même une offre un peu plus importante, mais globalement les grandes assos on les retrouve, quoi. Ok.
Ok, hyper intéressant. Du coup, à HEC, tu as suivi un parcours toujours axé finalement sur le droit des affaires peut-être, ou droit sur le fiscaliste Alors ça, c'est la dernière année où en fait, à HEC, la dernière année, on intègre vraiment une majeure. Ok, Donc là, qui est censée quand même plus nous spécialiser vers un domaine. Ça peut être le marketing, ça peut être le digital, ça peut être la compta. Moi, c'était stratégie juridique et fiscale. Donc on a pas mal de matières juridiques et de matières de finance et de fiscalité. Mais en fait, le tronc commun, donc avant cette fameuse dernière année, tout le monde fait la même chose. Et il y a juste un fonctionnement où on a le droit d'avoir ce qu'ils appellent des waivers, où on peut demander à ne pas être inscrit dans une matière si notre parcours le justifie. Donc typiquement, à HEC en M1, il y a des cours qui s'appellent droit des sociétés, ou droit des contrats, ou droit général. Nous, comme on en a déjà fait et que c'est du niveau plus basique que ce qui se fait à la fac, on a le droit de demander un waiver pour ne pas les faire. Pareil, des gens qui sont dans des doubles diplômes avec Polytechnique, ils avaient des cours qu'ils pouvaient waiver parce qu'ils avaient déjà fait des matières, etc. Donc, non, je dirais le cursus de l'origine avant la dernière année, quand même assez généraliste. Tout le monde fait plus ou moins la même chose sauf ces waivers-là, et c'est vraiment la dernière année qu'on se spécialise. Ok. Donc toi, tu t'es spécialisé en quoi finalement ? Moi, du coup, juridique, fiscalité, donc on a, je pense, plus de la moitié du coup des cours côté HEC. Mais alors, j'étais en plus à la fac en même temps, en Master 2, donc droit des affaires, fiscalité. Et du coup, moi, ma vraie spécialisation, c'est plutôt fiscalité transactionnelle, c'est ce que j'ai fait pendant mes stages. Okay. Donc, en gros, c'est faire des mécanismes alors j'aime pas le mot optimisation, mais en gros tu vas optimiser la structure de groupes d'entreprises, de fonds d'investissement, de family office pour faire en sorte que quand ils réalisent des opérations, des transactions, ils payent le moins d'impôts, il y ait le moins de frottement fiscal. Okay. Donc voilà, c'est un mélange de droit, de compta, un peu de finance. C'est intéressant. Voilà. Okay, donc là on a vu la Clara étudiante, Ouais. mais Clara n'est pas seulement étudiante, Ouais. parce que du coup tu es aussi ton diplômée, mais surtout tu es entrepreneuse. Oui. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton goût pour l'entrepreneuriat, pour le lancement de projet et de surtout ce que tu veux faire, est-ce que tu as commencé à initier d'un point de vue un peu plus professionnel ? Oui, alors en ce moment, je suis dans 2 incubateurs. Un incubateur qui s'appelle Chios, qui est spécialement un incubateur qui accompagne les femmes dans l'entrepreneuriat. Et un autre, alors incubateur c'est un grand mot en fait, c'est un mélange entre un incubateur et un fonds d'investissement qui est à Station F, qui s'appelle Entrepreneur First, où eux ils investissent dans des talents, donc ils vont chercher des étudiants en fin de cursus ou des salariés de grandes entreprises ou de conseils. Et leur idée c'est de mettre ces talents-là ensemble, faire des équipes pour qu'eux montent des entreprises derrière. Donc je suis dans ces 2 incubateurs-là. Et comment j'ai voulu entreprendre ? Alors à l'origine, quand je faisais mes stages en cabinet d'avocat, moi j'ai toujours aimé le juridique, donc j'ai pas fait un rejet de la matière, etc. du secteur. Mais je me suis dit c'est fou parce qu'en droit, les gens sont géniaux, enfin il y a vraiment, les gens sont super bons dans ce qu'ils font, c'est un beau métier. Mais il y a énormément de choses qui génèrent des pertes de temps, de la friction, etc. Donc je me suis dit on peut quand même vachement optimiser ce qui se fait aujourd'hui. Typiquement, moi je pouvais passer 16 heures à faire une tâche, de chercher des informations, alors que si j'avais les bons outils, j'aurais peut-être pu le faire en 3 ou 4 heures. Et ça n'a pas de valeur ajoutée pour les clients. Donc dès lors qu'ils ont la qualité de prestation, peu importe le temps qu'il y a passé, pour eux c'est la même chose. Donc je me suis dit, bon, je peux quand même continuer dans le droit, c'est-à-dire que même si je ne vais pas faire avocat, enfin j'avais passé le barreau, mais en dehors d'avocat, en fait, il y a autre chose. Et je me suis dit, moi j'aimerais bien, comme j'aime toujours ce secteur juridique, entreprendre dans le droit, enfin faire une start-up legal tech comme on les appelle. Et du coup là en ce moment je travaille avec un associé que j'ai rencontré à Entrepreneur First pour monter une boîte dans le légal et plus spécialement pour utiliser de l'IA pour améliorer tout le process de recherche juridique. Parce que les avocats ont un peu leur Google, si vous voulez, du droit. Enfin, ils ont leur façon d'accéder à l'information. Et du coup, nous, on travaille sur améliorer, grâce à l'IA, la manière dont ils vont accéder les documents qu'ils cherchent pour répondre à des problématiques des clients. Tu as un exemple concret, par exemple, pour illustrer ? Oui, ça va être typiquement, je sais pas, un client qui va dire je suis une société française de tant de salariés, j'ai envie de racheter mon concurrent allemand qui est dans tel pays, enfin qui est dans telle situation financière, etc.
Et du coup, là, ils font appel à des avocats parce que quand on fusionne ou qu'on absorbe une société, il y a plein de conséquences. Et du coup, nous, on va se poser des questions typiquement très basiques. Est-ce que quand on fusionne avec une société étrangère, comment est-ce que si la société elle a fait des plus-values, est-ce que la société qui la récupère en France, elle est imposée en France ou pas? Enfin, il va y avoir des questions un peu comme ça que le client va nous poser parce qu'il va nous mettre en charge du dossier et du coup, il va se dire ah ben tiens, là, est-ce que je vais avoir un impôt ou pas, etc. Et du coup, quand on est dans des situations un peu particulières comme ça, soit parce qu'il y a de l'international ou parce que le profil de l'entreprise est très très particulier, du coup, on a des recherches hyper spécifiques sur des points. Du coup là, les associés du cabinet, les collaborateurs, les stagiaires, on va être plusieurs à se remonter les informations, à aller chercher sur ces bases de données juridiques ou dans des manuels, etc. Pour trouver la réponse qui juridiquement colle le plus à notre cas et à la situation du client, pour ensuite lui fournir un mémo ou une consultation pour lui expliquer en gros quelles sont les conséquences de ce qu'il fait, est-ce qu'il y a des risques ou pas, etc. Et est-ce qu'il est conforme à la loi ou non. Donc voilà, c'est vraiment... c'est un peu comme si, je sais pas, on est consultant, on a un client dans un secteur, il nous dit est-ce que ça se fait à l'étranger, on va aller chercher sur Google ce qui se passe sur des marchés étrangers. Du coup, sur des sites alors où c'est... Alors il y a plusieurs choses, il y a des sites institutionnels, des sites web publics, type je sais pas, Légifrance c'est public, et puis il y a d'autres bases qui sont exclusivement pour les professionnels du droit, où on paye un abonnement et donc on a des accès à des informations. Ça peut être papier, il y a plein de choses, mais du coup c'est dur d'accéder aux bonnes informations et surtout de coller au cas du client et de vraiment lui répondre. Il y a des questions pour lesquelles c'est très, très simple parce que c'est très courant, c'est une opération hyper fréquente donc on connaît la réponse, on se pose même pas la question. Mais quand c'est des problématiques un peu plus complexes, plus rares, qu'on a moins vues, on est obligé d'aller chercher la jurisprudence sur mesure. Et ça, tous les professionnels du droit doivent le faire, surtout les avocats. Donc nous, on essaye d'utiliser l'IA pour mieux analyser les données, les documents et permettre aux avocats de gagner du temps. Et aussi de la précision, parce que en fait, dans les métiers de prestation intellectuelle, la qualité de l'information que tu as, c'est déterminant. Donc typiquement, si ton client il a accès à plus d'infos que toi, c'est quand même embêtant. Ou si tu es dans un contentieux et que l'avocat de la partie adverse a plus de documents que toi tu n'as pas trouvé, tu es quand même dans une situation de déséquilibre et c'est ce qui va faire la différence. Donc voilà, on essaie d'améliorer l'accès à l'information. Et donc ça, une bonne transition, donc ça c'est la partie tech de l'entreprise, c'est ça, qui nécessite je pense des fonds. Voilà, donc l'idée c'est comment on fait vraiment d'appliquer l'intelligence artificielle à cette recherche en fait qui de base est humaine et manuelle en fait finalement. Ok. Et tu penses que c'est vraiment faisable d'appliquer des outils d'IA pour en complément en fait aux recherches humaines sur ce secteur-là? Ouais, alors nous on veut pas se substituer par exemple parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui disent oui mais maintenant qu'on a de l'IA générative, il suffit de poser la question, il y aura la réponse. Ils trouvent tout d'un coup, Voilà, chose qui est pas du tout vraie dans le domaine du droit, on peut faire le test que ce soit avec ChatGPT, avec n'importe quoi, c'est pas du tout bon en droit parce que c'est beaucoup entraîné en anglais donc c'est pas bon en français, c'est pas bon en français juridique parce qu'il y a un vocabulaire à appliquer. Donc nous on pense pas du tout faire un outil comme ça révolutionnaire qui va remplacer les avocats et du coup directement les clients ils vont poser leurs questions, c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Nous l'idée c'est de vraiment utiliser des modèles qui vont être capables d'analyser intelligemment les documents et qui à partir d'une requête d'un professionnel vont comprendre ce qui correspond. Donc c'est vraiment du traitement, c'est des modèles de langage mais non génératifs quoi. Donc, voilà. Donc ça demande évidemment de recruter des personnes qui ont un profil technique, ça demande des fonds. C'est un modèle de start-up plutôt levé de fonds. Et donc concrètement, chez Entrepreneur First, quels outils sont mis à ta disposition? C'est une première étape en fait dans le projet. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être là-bas? Alors il y a une grosse partie du travail qui est fait par Entrepreneur First, c'est de justement trouver le bon cofondateur pour toi. Donc tu fais plusieurs sessions de ce qu'ils appellent les idéations avec des personnes qui ont des profils complémentaires. Donc l'idée c'est vraiment que tu ailles rencontrer un peu comme un coffee chat, ils appellent ça speed dating parfois. Donc tu vas rencontrer des personnes, garçons, filles, qui ont des profils différents et complémentaires du tien. Vous allez échanger sur vos centres d'intérêt, sur ce que eux appellent les edge, c'est-à-dire une compétence que tu as dans un domaine que pas tout le monde a et du coup tu peux creuser un sujet. Donc ils t'accompagnent vraiment sur le fait de former une équipe. Ils mettent aussi à ta disposition des advisors si tu as besoin de personnes. Typiquement, récemment, j'ai eu besoin d'échanger avec quelqu'un qui a un profil juridique mais qui se trouve au Royaume-Uni. J'avais pas de contact au Royaume-Uni. Du coup, ils m'ont mis en relation avec quelqu'un là-bas qui avait le profil que je cherchais. Et derrière, le dernier rôle qu'ils ont, c'est celui d'investisseur puisque à la fin du programme,
Au bout de quelques mois, il y a un comité d'investissement, un peu comme quand tu lèves des fonds, D'accord. où il y a des partenaires du fonds qui sont à l'étranger, qui viennent, qui assessent ton entreprise, tu leur fais une présentation, tu soumets de la documentation, etc. Et eux prennent la décision ensuite d'investir ou non, donc c'est un peu ton premier investisseur aussi. Ok. Donc, effectivement, donc, toi qui recherches des fonds, c'est une première étape, mais, Ouais. mais tu aimerais aller encore plus loin, c'est ça à terme, C'est pour ça. du recrutement, notamment sur la partie tech. Oui, exactement. Ok, très bien. Et comment ça s'est passé la rencontre avec ton associé voilà, pour toi, c'était assez évident dès le départ Alors vous c'était pas complétez bien forcément évident dès le départ parce que j'avais commencé à travailler avec une autre personne qui au final n'a plus voulu travailler sur le secteur, on travaillait sur tout ce qui était lutte anti-blanchiment de capitaux. Ok. Donc c'était plutôt comme une fintech, un peu regtech, etc. sur le blanchiment, plutôt dans le secteur bancaire. Et lui c'était quelqu'un qui travaillait à l'origine, il faisait plutôt de la robotique. Et donc il m'a dit que après quelques semaines on travaillait ensemble, il m'a dit non mais en fait le secteur m'intéresse pas assez, je préfère bosser en robotique, etc. Donc on s'est séparés, on a pu travailler ensemble. Et après, quelques mois après, parce que lui c'était avant que le programme ne commence, et donc après quand le programme a commencé, j'ai échangé avec plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes où je me suis dit tiens, le courant passe bien, mais on n'a pas forcément la bonne complémentarité pour travailler ensemble, etc. Et là vraiment cette personne-là, c'est à la fois je me suis dit on s'entendait bien, on avait pas mal de points communs de vie, donc c'était marrant, on s'est dit ah bah, ça moi aussi, enfin bon, ça commence par des choses bêtes, ça commence par matcher sur des choses bêtes, et puis après on se rend compte qu'on est hyper complémentaires, et puis ça c'est aussi voir si la personne en face elle comprend le marché dont tu viens toi, si elle fait l'effort de se mettre un peu dans ton monde. Parce que toi il vient pas du tout du monde Non. auquel tu viens, tu me disais. Non c'est ça. Il vient de l'ENS, c'est ça, donc Oui. il travaillait sur des notions d'IA, Ouais. donc rien à voir avec le domaine Rien du à droit. voir avec ce que je fais moi. Donc c'est super important d'avoir quelqu'un qui s'intéresse quand même assez au secteur pour comprendre, ensuite traduire en tech, etc. Donc voilà, et au cours en fait d'Entrepreneur First, il y a des équipes qui se forment, qui se séparent, etc. Et eux, leur but à eux, c'est vraiment de trouver les équipes qui ont la capacité et la faculté de rester ensemble pour le plus long terme. Ce qui n'est pas forcément évident quand tu rencontres quelqu'un Ah oui, que tu bien connais sûr. depuis quelques semaines. C'est vraiment se projeter dans, ils te demandent souvent est-ce que tu dois passer les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années avec cette personne. Ouais, c'est un mariage rapide en fait. C'est ça. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent oulala, en fait, non, et qui se séparent, et ce qui est plutôt bien, parce que certains iront monter des entreprises tout seuls ou avec d'autres cofondateurs ailleurs, mais voilà, ils ont un peu un rôle, un peu ressources humaines comme ça. Est-ce qu'il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse qui t'inspire, même plusieurs, voilà, des gens dont le parcours t'inspire beaucoup, que tu aimerais peut-être avoir à ton board par exemple? Ouais, alors je sais pas pour avoir à mon board, mais en tout cas je sais que quand j'avais candidaté chez Entrepreneur First, il m'avait posé cette question et j'ai pensé tout de suite là, pour deux raisons. Moi c'est surtout Mathilde Collin, je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais en fait c'est une entrepreneuse qui d'ailleurs a fait HEC, qui a réussi à relever deux défis. Le premier c'est qu'elle a monté ce qui aujourd'hui est une licorne qui s'appelle Front en France, mais ils se sont très vite implantés aux États-Unis. Okay. Donc en fait c'est une des rares boîtes qui a vraiment réussi à se développer à l'origine en France, mais à partir aux États-Unis et à être prospère là-bas, parce que ça marche très très bien. Ouais, je crois qu'ils sont dans la zone de San Francisco maintenant. Donc déjà, le défi international, c'était pas évident, et c'est très rare que les boîtes françaises arrivent à le faire dans la French Tech. Et le deuxième, c'est que c'est une des seules femmes qui est CEO des boîtes de licorne en ce moment. Il y a 2 ou 3 autres entreprises où ils ont au moins une femme dans l'équipe cofondatrice. Et en fait, ça se retrouve beaucoup, même en dehors du monde des licornes, qui est un peu idéalisé, en dehors de ce monde-là, même pour des startups plus lambda. Il y a très très peu de femmes dans le milieu, donc je me dis que déjà le défi international, plus le fait qu'elle ait réussi à monter quelque chose de telle ampleur, avoir accès à tel fonds, etc., c'est un deuxième défi. Donc voilà, donc elle est plutôt fintech. Mais oui, et puis en plus à la période à laquelle elle l'a fait, elle l'a fait un peu avant la période de l'âge d'or de la French Tech, qui était il y a 3-4 ans. Elle est passée encore avant, donc même en termes d'écosystème, c'est hyper exceptionnel la croissance de la boîte. Précurseur. Bah justement, tu as abordé rapidement un sujet qui était important, c'est aussi la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Voilà, toi, tu es avec Chios, donc du coup avec le travail fait par Eve notamment. Voilà, concrètement, qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Est-ce que tu te sens sous-représentée peut-être dans le milieu? Pourquoi, selon toi, peut-être les femmes montent moins des entreprises ou peut-être en parlent moins, je ne sais pas. Est-ce que c'est une thématique qui pour toi t'incombe? Mais disons que moi je le vois tous les jours parce que je travaille à Station F et il y a mon incubateur qui est Entrepreneur First, mais en fait Station F c'est un campus d'incubateurs, donc on est beaucoup d'incubateurs les uns à côté des autres, on se voit tous. Et c'est vrai que je pense que sur 10 personnes, il y en a peut-être une ou deux qui sont des femmes, donc on voit quand même qu'on est en petit nombre.
Mais je pense qu'il y a plein de choses. Il y a déjà le fait que déjà les femmes s'intéressent moins à l'entrepreneuriat à l'origine. On est moins de candidates à l'entrée, enfin, il y a moins de femmes qui veulent se lancer, déjà, première chose. Ensuite, il manque beaucoup de femmes dans les profils CTO techniques, parce que c'est des gens qui viennent en fait de formations où déjà il y a peu de femmes. Donc forcément... C'est vrai déjà, c'est formation ingénieur très souvent et il y a moins de femmes ingénieurs aussi, on sait. C'est ça, donc moins de femmes ingénieurs aussi, sachant que voilà, pour les startups, il y a quand même ce côté un peu tech, donc il manque de femmes aussi par rapport de ce point de vue-là. Et ensuite, je pense qu'aussi il y a plus de difficultés à accéder aux fonds. Tu vois, typiquement, je crois qu'ils ont fait l'étude sur l'année 2021, ils disaient que le pourcentage d'équipes de fondatrices femmes qui lèvent des fonds, c'est 2% d'équipes 100% fondées par des femmes. Donc je pense qu'il y a déjà des difficultés pour aussi lever de l'argent. Après, ça s'améliore et ça dépend vraiment de à quel fonds tu t'adresses, la composition de ton équipe. Enfin, je pense pas du tout que ce soit un facteur isolé, mais il y a aussi ça, il y a aussi l'accès aux fonds. Donc en fait, c'est une réunion de plein de facteurs comme ça. Donc voilà, ce qui fait que je sais pas, on est peut-être 10-20%, moi, de ce que je vois dans les effectifs des incubateurs. Ok, et c'est vrai qu'effectivement, en entrepreneuriat, tu as toujours la notion de tech et de finance qui sont au cœur. Et effectivement, quand tu vois qu'en finance, les femmes sont sous-représentées et que dans la tech, /ingénieur, elles sont sous-représentées, forcément, quand c'est entre guillemets les deux piliers du modèle des startups actuellement, ça explique aussi pourquoi. Ouais, effectivement, ça peut être une explication. Et toi, justement, ce que tu as ressenti jusqu'à maintenant, peut-être des fois des situations dans lesquelles tu n'étais pas, je sais pas, tu étais moins pris au sérieux parce que tu es une femme ou des choses comme ça, ou est-ce que pas vraiment? Non, pour l'instant, moi, je sais pas si j'ai eu de la chance ou si je navigue bien, mais pour l'instant, je l'ai pas ressenti. Je sais que je me poserai forcément la question le jour où je vais lever des fonds parce que ça va être moi le CEO, donc c'est à moi de faire ça. Je serai toute seule, donc je sais pas, peut-être que... Je sais pas si on le remarque toujours, parce que parfois c'est plus insidieux. Par exemple, il y a une étude, Harvard, je crois, fait une étude dans laquelle ils montrent, ils ont enregistré plein de conversations de fonds d'investissement avec des fondateurs, et ils se rendent compte que quand les fondateurs sont des femmes, les questions, elles sont plus autour de la prudence, la rétention des clients, c'est plus des signaux négatifs, alors que quand c'est des hommes, ils leur posent plus des questions, comment on va croître l'entreprise, est-ce qu'il y a des nouveaux marchés, des choses plus ambitieuses, et du coup, naturellement, ça biaise les conséquences de l'entretien, parce que du coup, on sort avec une idée plus positive, etc. Très bien. En tout cas, je te souhaite pas, et moi, je pense que tu n'as aucun mal à convaincre n'importe qui de te rejoindre. Et comment tu t'envisages, quand tu te vois dans 5 ans, où tu te vois dans 5 ans, que ce soit en termes de boîte, etc. Alors déjà, je pense, je sais pas si c'est propre à notre génération ou pas, mais je pense que j'aurai plusieurs vies professionnelles, et je pense que c'est aussi fait, ça vient du fait que quand on monte une start-up, on sait que c'est pas forcément le projet de toute une vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup sur un système de tu développes ton entreprise 5 ans, 10 ans. Dans l'idéal, tu réussis à la vendre à un groupe plus gros qui a de nouvelles ambitions pour le projet, etc. Donc je me vois dans un premier temps entreprendre. Et après, je sais pas, je pense que j'aurai une autre vie professionnelle si, que ce soit un échec ou une réussite, le projet entrepreneurial. Je sais que si c'est des réussites, il y a des gens qui après partent dans l'investissement, etc. Moi, j'exclus pas de rejoindre même un grand groupe, de faire quelque chose de beaucoup plus éloigné du monde de l'entrepreneuriat. Et c'est pas le cas de tout le monde, parce que moi je le vois, il y a des profils dans ma cohorte d'entrepreneurs qui eux sont entrepreneurs ad vitam aeternam, et donc ils savent qu'ils peuvent rater 20 fois, ils peuvent faire 20 boîtes, ils referont une boîte après jusqu'à leur retraite, donc eux ils sont très full entrepreneurs. Moi c'est plus que j'ai envie d'ajouter de l'innovation dans le secteur juridique, et je pense que c'est plus ça qui m'anime que le côté entrepreneur à tout prix. Donc typiquement je dis non, il y a des personnes qui auraient voulu travailler avec moi dans des sujets de la santé, de la bio, qui sont des sujets que je connais pas du tout, et je leur ai dit non, moi je veux entreprendre parce que c'est le secteur juridique qui me plaît. Donc voilà, moi c'est plus pour changer un secteur en particulier que vouloir entreprendre toute ma vie. Donc je pense que j'aurai une autre vie professionnelle, type grand groupe, peut-être fonds d'investissement, peut-être autre chose, quoi. Ok, j'ai compris. Ok, intéressant. Et attends, une dernière question que je voulais te poser aussi, c'était comment tu peux entreprendre en finissant HEC par exemple, alors que très souvent les frais de scolarité c'est énorme. Enfin, je veux dire, faut être fou pour monter sa boîte en fait direct en sortie d'école ou Ouais, c'est vrai que c'est peu fréquent. Déjà, c'est ça, il y a l'histoire des frais de scolarité, il y a le fait qu'on ne touche pas de chômage, alors que chez les entrepreneurs, souvent, c'est des gens qui attendent d'avoir travaillé 4, 5, 6 ans qui prennent un chômage derrière pour vivre. Exactement. Donc ça, c'est une autre difficulté. Moi-même j'ai vu, et là c'est une autre difficulté, c'est plus psychologique, mais j'ai vu que les expériences pro que j'ai eues s'étaient bien passées. Donc on me proposait de revenir, des choses comme ça, de refaire un stage qui pourrait me mener à une embauche, des choses comme ça.
où il y avait, faut savoir qu'en plus le nombre des cabinets d'avocats d'affaires, etc., c'est un monde où il y a quand même des très beaux salaires comparé au marché. Bien sûr. C'est très haut. Mais du coup, quand tu refuses des opportunités comme ça en disant je vais monter ma boîte, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Donc ça, c'est un peu dur psychologiquement, mais faut accepter ça. Donc voilà, non, je pense que c'est plus dur, mais moi j'ai pris un peu le raisonnement à l'inverse, c'est que je me suis dit, je préfère monter ma boîte maintenant que, entre guillemets, j'ai pas grand chose à perdre, dans le sens, j'ai pas déjà une carrière de 6 ans derrière moi où je sais que j'ai telle promotion possible, etc. Parce que là c'est plus dur, je pense, de lâcher quelque chose qu'on a mis du temps à construire. Je me suis dit, bêtement, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants à charge, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup plus de pression en se disant carrément. Ouais, j'ai 3-4 personnes à charge, comment je fais? Donc là, je me suis dit un peu à l'opportunité, je me suis dit c'est maintenant que j'ai le moins à perdre, donc s'il faut se lancer, c'est maintenant, quoi. Très bien, hyper intéressant. J'aime voir que tu fais partie de cette minorité d'HEC qui ne se laisse pas draguer effectivement par les cabinets de conseil, fonds d'investissement ou boîtes d'avocats qui ont un cabinet d'avocats mais qui prennent des risques justement. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et si tu as un petit mot peut-être à dire à la caméra directement pour les étudiants qui aimeraient premièrement tenter HEC et deuxièmement qui aimeraient se lancer peut-être dans l'entrepreneuriat pendant leurs études ou juste après. Du coup, pour toutes les personnes qui veulent tenter HEC, je dirais ne vous auto-censurez pas. C'est toujours, que ce soit en AST ou en prépa, mais il y a toujours un facteur un peu d'aléa dans la sélection. Moi, j'ai vu beaucoup de très très bons dossiers sur le papier ne pas être pris et des dossiers qui avaient l'air moins bons qui ont été pris. Donc, je dirais ne pas s'auto-censurer. De toute façon, à part du temps, vous n'avez pas grand-chose à perdre et puis ça vous permettra d'avoir de l'entraînement pour d'autres écoles. Donc, pas d'autocensure pour HEC. Et puis moi je vous conseille vachement de parler à des étudiants d'HEC, n'hésitez pas à contacter des gens, que ce soit moi, d'autres personnes, pour avoir des conseils un peu qui ne sont pas forcément sur les sites internet, les brochures, etc. Et pour se lancer en entrepreneuriat, je dirais que déjà c'est pas fait pour tout le monde. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des personnes, du coup je fais un peu la contre-promo, mais je trouve que c'est très très bien. Moi j'ai beaucoup d'amis qui vont faire du conseil, des cabinets d'avocats, des grands groupes, etc. Je trouve que c'est très bien parce qu'il faut juste trouver ce qui est bon pour soi. Donc si vous avez une grosse aversion au risque, ne le faites pas. Par contre, si vous savez que vous avez un projet en tête, une passion, quelque chose où vous avez vraiment le sentiment que vous pouvez changer quelque chose en montant votre structure, là faites-le, analysez un peu votre environnement financier parce que c'est vrai que c'est un énorme engagement en termes d'argent, de temps. Et puis je conseille surtout de pas, parce que ça moi j'y crois pas trop, de mélanger, c'est-à-dire ne vous dites pas que je vais faire tout en même temps, monter une boîte, avoir un CDI, parce que ça pour les gens que j'ai pu rencontrer ça marche difficilement de tout faire en même temps, donc je vous conseille de bien choisir entre l'un et l'autre. Et puis en France, c'est pour ça que j'encourage les gens, mais en France on est quand même vachement aidés pour entreprendre, le gouvernement, il y a beaucoup de fonds publics qui aident, il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent, donc on n'est pas non plus livré à soi-même, donc voilà, si vous le sentez que c'est bon pour vous, n'hésitez pas. Mais finalement, à quoi ça sert de faire une grande école si tu veux être entrepreneur? Autrement dit, est-ce que finalement avoir fait HEC, ça t'a été utile? Et est-ce que peut-être c'est un avantage pour toi ou non dans le domaine de l'entrepreneuriat d'avoir le tampon HEC pour toi? Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu au début le recul de se dire ah bah j'ai fait une bonne école, je devrais pouvoir le mettre en avant sur un CV pour un employeur. Donc ça, on se dit ah bah dommage, c'est un peu la première réflexion qu'on se fait. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, moi typiquement, je le vois quand j'essaye de faire des entretiens avec des clients potentiels et choses comme ça. Le fait d'avoir le réseau HEC Alumni, que je puisse contacter des personnes plus facilement, ça aide. Donc je pense que c'est toujours une aide. Alors après, je pense que c'est pas vrai que pour HEC, c'est vrai pour un certain nombre d'écoles. Et typiquement, selon les secteurs, évidemment que si vous montez une boîte dans l'agroalimentaire et que vous avez fait AgroParisTech, il y a forcément un jour où ça va aider. Donc c'est pas que le tampon de l'école, c'est aussi ce qu'ils font les gens, dans quel secteur vous êtes, etc. Donc non, c'est jamais inutile. Et puis comme je dis, surtout si on veut avoir plusieurs vies professionnelles, ça servira toujours à un autre moment. Très bien, ok. Et ça rassure peut-être des investisseurs selon toi En fait, ça dépend. Quand on est très early stage, au tout début d'un projet, je pense que les investisseurs, ils regardent beaucoup l'équipe. Et donc, ça fait partie des indicateurs où ils disent en soi, la personne a une capacité de travail parce qu'elle a intégré telle école, etc. Donc, je pense que ça peut les rassurer. Après, pas forcément pour tous les secteurs et tous les projets, pas tous les fonds. Mais oui, c'est sûr que ça joue pas en notre défaveur en tout cas. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi du coup cet épisode. Merci Clara pour ton temps et pour ton témoignage. Et puis on se retrouve très vite sur Plein de Grandes Écoles pour plein d'autres témoignages. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis on attend vos retours en commentaire. À bientôt.